La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, folie et raison, à propos de la publication aux éditions Plomb de l'histoire de la folie de Michel Foucault. L'idée essentielle de ce beau livre de Michel Foucault sur l'histoire de la folie, qui à la fois nous expose les méthodes de traitement, leur évolution depuis la fondation de l'asile de 1656, l'histoire des traitements de la folie, la manière dont les gens raisonnables ont traité les fous, les rapports qui sont établis entre la déraison et la raison, qui nous expose également la structure mythique qu'on a pu donner à la folie, dans quelle mesure on a attaché à la folie un sens authentique sur la vérité, sur la nature du monde, sa valeur mythique en somme. Eh bien, l'idée essentielle, elle est exprimée dans la préface. Michel Foucault nous dit que la constitution de la maladie comme maladie mentale, à la fin du XVIIIe siècle, a dressé le constat d'un dialogue rompu. En effet, l'homme moderne, à partir du moment où il aliène le fou est aliéné de toute possibilité de dialogue avec un homme raisonnable. Et dans la mesure où l'homme raisonnable s'occupe du fou, il s'en occupe à travers le monologue de sa raison. Je crois que nous pourrions partir de cette notion qu'il n'y a plus maintenant de rapport possible avec la folie, et que, dans cette mesure, ce livre était une nécessité pour rétablir un dialogue rompu. Je ne pense pas pourtant que le dialogue soit absolument rompu, car précisément je n'aurais pas pu écrire le livre si le dialogue avait été entièrement, totalement et définitivement rompu. Il me semble qu'effectivement, depuis 1656-1657, depuis le rationalisme classique, quelque chose d'essentiel dans le dialogue entre la folie et la raison est effectivement entré en silence. Pourtant, depuis, disons, un siècle peut-être, quelques éléments du dialogue sont revenus à la surface et il me semble que ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire si certaines œuvres particulièrement flamboyantes de fous n'avaient traversé le ciel de la culture occidentale. Je pense non seulement à Nietzsche et à Van Gogh, mais également à des gens comme Roussel et comme Artaud. Alors, chose curieuse, vous ne citez pas Freud. Alors, il me semble que Freud, peut-être, nous fournirait un thème intermédiaire, en ce sens que la méthode d'investigation de la psychanalyse est destinée à analyser des processus mentaux qui seraient à peu près inaccessibles à la raison, et en même temps, cette méthode d'investigation prend une forme rationnelle, puisque tout cela aboutit à un corps de savoir. Je ne cite pas exactement Freud, c'est vrai, je cite pourtant à plusieurs reprises la psychanalyse. Et il me semble qu'il y a dans la psychanalyse quelque chose de fondamentalement ambigu, et qui est ceci. Il est vrai que la psychanalyse, en rétablissant une certaine forme de langage commun à la folie et à la raison, la psychanalyse, sans doute, porte un peu les mêmes significations que l'œuvre de Nietzsche, d'Artaud ou de Roussel. Mais il me semble que ce dialogue est un dialogue coupé. La meilleure preuve, c'est que, en cure de psychanalyse, il y en a un des deux qui ne parle pas, le médecin, qui est réduit au silence, au rôle de spectateur. Et d'autre part, il me semble que dans la structure même des rapports entre le psychanalysé et le psychanalyste, il y a quelque chose qui hérite au fond de la structure générale des rapports de la raison et de la déraison tels qu'ils ont été définis dans le champ asilaire depuis l'âge classique. Et la psychanalyse me paraîtrait, si vous voulez, être à la limite entre ces structures de silence qui ont réduit la folie depuis l'époque classique et puis ce premier et nouveau balbutiement dont l'œuvre de gens comme Roussel ou Artaud porte actuellement témoignage. Pourtant, la psychanalyse s'efforce d'établir une communication, seulement je crois que par le transfert,
Mais cette communication, dans l'ordre ou bien du transfert tel qu'on l'interprète, c'est-à-dire une sorte de mimodrame, ou bien elle fait intervenir des procédés magiques qui sont ceux qui s'établissent entre le patient et le malade. Alors c'est ce que vous appelez cette occultation de la folie qui s'exprimerait dans la psychanalyse. Mais je crois que nous pouvons revenir au corps même de votre ouvrage, c'est cette occultation dans le plan de la vie sociale. Il est évident qu'à partir du moment où la société s'est rationalisée, où la médecine elle-même a pour but de récupérer l'individu dans un champ social rigoureusement déterminé, où les lois de cette société sont rigoureusement prescrites par les échanges qui peuvent s'établir entre les hommes, le fou est un être qui est écarté. Et selon vous, au XVe siècle, c'est tout à fait différent, puisque la folie, tantôt exprime le fond même de la nature, tantôt exprime la vérité du monde. Je crois que vous auriez pu d'ailleurs faire remonter ces rapports entre la folie et la raison à la plus haute antiquité, puisque on voit chez les Pyrrhoniens le monde se transformer en un rêve de malade qui s'agite à désirer, la sagesse du Pyrrhonien étant précisément de s'exclure de ce monde. Donc, comme vous pouvez l'écrire, toute la raison occidentale a un rapport avec ce qu'on appelle la folie. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la folie? Je crois que c'est là qu'il faudrait faire intervenir toute cette analyse historique extrêmement précise que vous avez pu mettre en place. Évidemment, on ne peut pas répondre à cette question « qu'est-ce que la folie ?» La folie, c'est la négation perpétuelle de cette raison occidentale. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette présence de la déraison dans la raison grecque avec les Pyrrhoniens. Et après tout, on pourrait invoquer aussi la tragédie grecque classique, qui elle aussi fait part à la déraison. Le Moyen-Âge a été effectivement lui aussi hanté par le phénomène de la folie. Mais il m'a semblé que à la fin du Moyen-Âge, un phénomène assez nouveau s'était produit. On peut dire en gros que la fin du XIVe et le début du XVe siècle ont été entièrement dominés par cette grande angoisse de la mort dont la peste était comme l'image sensible. Ce thème de la mort, eh bien toute iconographie en fait foi, c'est le triomphe de la mort au Camposanto de Pise, etc. Et puis, après ce thème de la mort, voilà qu'apparaît à peu près dans les derniers moments de l'époque flamboyante, enfin disons pendant toute cette période que l'on peut dire baroque, apparaît le thème de la folie. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que la folie apparaît dans l'art ou dans la littérature, mais il me semble que c'est la première fois que la folie vit d'une façon aussi libre, aussi franche. C'est la première fois qu'elle fait surface d'une manière aussi large et pratiquement tout ce théâtre baroque et pré-classique dans toute l'Europe, la peinture également, les fêtes, les jeux populaires sont perpétuellement hantés par ce thème de la folie. C'est-à-dire que jusqu'au XVIe siècle, dans une certaine mesure, chaque fois qu'on repérait la folie, on cherchait un peu comme les anciens à calmer les fous, comme les anciens cherchaient à calmer les furies en leur disant « vous êtes bienfaisante, vous êtes douce », donc un peu à les intégrer dans une certaine mesure. Le fou du Moyen-Âge est un possédé, mais c'est aussi un possédé inspiré. On pourrait également faire intervenir toute cette conception du poète, qui est d'ailleurs héritée de Platon, avec l'idée du beau délire, et le poète, à l'intérieur même des cloîtres, reste un être qui délire. Seulement, je me demande si, dans la société du Moyen-Âge, où il y avait toutes sortes de plaies, de misères, la lèpre, la peste, la folie n'était pas un moindre mal. À partir du moment où certaines cures sont mises au point, où certains procédés d'hygiène commencent à se développer, il me semble que le fou est le seul qui soit récalcitrant à cette thérapeutique un peu généralisée. C'est un fait, la lèpre et la disparition de la lèpre, qui a été due à tout un tas de phénomènes et essentiellement à une interruption relative au moins des relations avec l'Orient où se trouvaient les principaux foyers de lèpre. Eh bien, la disparition de la lèpre a laissé en quelque sorte vacant toute cette grande mythologie du mal que le Moyen-Âge avait éprouvée d'une façon si vivante. Et effectivement, il semble que la folie ait pris la relève de la lèpre, et la meilleure preuve d'ailleurs, on en a le signe tangible, dans le fait que les premiers asiles pour les fous ont été institués
aux endroits mêmes où autrefois il y avait des léproseries, un peu comme maintenant d'ailleurs, c'est dans les anciens sanatoriums que l'on établit des maisons de santé pour les malades nerveux. Alors j'ai été aussi très intéressé par la manière dont on a traité le fou à toutes les époques de l'histoire. Au fond, on a mis beaucoup de temps pour reconnaître que la folie était une maladie. On s'aperçoit en lisant votre livre que presque toujours le fou a été considéré comme un déclassé. Le fou du Moyen-Âge est un errant parce que l'homme qui au Moyen-Âge erre sur les routes est un personnage suspect. Au XVIIe siècle, le fou sera mêlé dans les asiles avec les oisifs et avec les malheureux, et on a l'impression qu'il faut attendre le XVIIIe siècle, au fond, pour que la folie soit définie comme une maladie et que le fou soit traité à part. C'est vrai, mais partiellement peut-être, parce que, chose curieuse, à toutes les époques, il y a eu des hôpitaux et des médecins qui se sont spécialement intéressés aux fous. Mais ils étaient en nombre infiniment peu nombreux. Ainsi, à l'Hôtel-Dieu de Paris, pendant tout le Moyen-Âge, il y avait 3 ou 4 lits qui étaient affectés aux malades atteints de folie. Cette folie, c'était essentiellement la folie sous ses formes les plus violentes, sous ses formes les plus inadmissibles pour la société en général. Ces lits étaient d'ailleurs des sortes de cages dans lesquelles on enfermait ces furieux. Et toute une tradition médicale héritée, en partie des Grecs, en partie des Arabes, s'intéressait à ces phénomènes de la folie. Mais tous les autres phénomènes qui, pour nous, sont de l'ordre de la maladie mentale, tout un tas d'autres désordres, étaient laissés en pleine liberté. Et c'est effectivement simplement à partir du XVIIIe siècle, et surtout à cette période où on a donné tellement d'importance aux vapeurs, aux maladies de nerfs, à toute cette pathologie de la sensibilité, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis en quelque sorte à médicaliser tous ces phénomènes un peu flottants qu'on avait reconnus, mais qu'on n'avait pas encore connus comme phénomènes pathologiques. Et d'ailleurs, cette méconnaissance profonde de la nature de la folie, l'absence de témoignages sur elle, vient de l'idée qu'on s'est toujours faite de la folie, puisque, à partir de votre documentation, vous essayez de mettre au point une définition globale de la folie, et vous voyez dans la folie l'absence de l'histoire. Au fond, la folie, c'est un peu pour vous ce qu'est le mal dans les thèmes chrétiens, c'est l'absence de composition. Le fou n'a pas le sens de l'histoire, c'est un insensé parce qu'il n'a pas le sens de l'histoire. Maintenant, si le fou est un insensé parce qu'il n'a pas le sens de l'histoire, peut-on appliquer cette définition au fou du XVe ou du XVIe ou du XVIIe siècle, à une époque où l'histoire pratiquement n'existe pas, tout au moins l'histoire telle que nous la concevons, avec progression, maturation, développement et continuité. Je n'ai pas voulu dire exactement que le fou était l'homme qui n'avait pas le sens de l'histoire. J'ai voulu simplement, quand je me suis interrogé sur le domaine qui m'intéressait, ce domaine de la folie, je me suis demandé quel champ j'allais pouvoir isoler et circonscrire. Car au fond, qu'est-ce que c'est que la folie à travers les âges? Et il m'a semblé que, au fond, ce qui était œuvre de folie, c'était toutes ces œuvres, et après tout qui sont en grande partie les nôtres, que l'histoire ne peut pas reconnaître ni valider. Et une œuvre qui reste lettre morte dans l'histoire, une parole qui ne peut pas passer dans le temps, qui n'est pas reconnue par les successeurs, eh bien, après tout ceci, tout ce monde mort, tout ce monde de poussière, est au moins, si l'on peut dire, candidat à la folie. On peut se demander, en tout cas, si tout n'a pas été folie qui n'est pas passé dans l'histoire. Oui, et d'ailleurs, les grandes thérapeutiques contre la folie, qu'il s'agisse des thérapeutiques des sagesses antiques, prescrivant une sorte de soumission contemplative à la nécessité, ou alors si nous prenons une œuvre très proche de nous comme celle de Freud, au fond on guérit les fous en leur donnant le sens du continu. Maintenant, peut-on dire que le sens du continu tel que Freud l'entend ou tel que les sages l'entendaient, c'est le sens de l'histoire? Parce que j'ai l'impression que le sens de l'histoire tel que nous l'avons, c'est un sens très marqué par l'idée d'instant, très marqué par l'idée d'arrachement. La liberté est définie comme un arrachement. Au contraire, chez tous ces thérapeutes de la folie, soit au niveau de la sagesse, soit au niveau de la pratique médicale, il y a une contemplation du nécessaire pour calmer les agitations de l'insensé et s'efforcer
de le mettre en communication avec un monde sur lequel il pourra compter pour trouver en lui-même une assise. Oui, il y a par exemple des mises en scène thérapeutiques qui sont tout à fait curieuses et qui montrent comment on essayait à cette époque-là, et il semble qu'on y réussissait d'ailleurs, à remettre le malade mental en continuité avec le monde, avec la durée, etc. Par exemple, un médecin, je ne sais plus lequel maintenant, raconte l'histoire de ce malade qui se croyait mort. Et se croyant déjà mort, se croyant déjà en enfer, se disait que, puisqu'il était en enfer, il n'avait pas à manger. Et alors, il refusait toute alimentation depuis des jours, et on n'arrivait pas à lui faire absorber quoi que ce soit. Et alors, le médecin, après avoir essayé tous les moyens possibles ayant échoué, invente la mise en scène suivante. Il arrive, lui, avec des acolytes, et c'est la famille du malade, déguisé en fantôme, en diable, avec des fourches, etc., et mime une scène d'enfer. Et au milieu de cette scène d'enfer, des diablotins arrivent, portant des plats, et sur ces plats des mets délicieux, et tout ce petit monde infernal commence à manger de bon appétit. Et on convainc ainsi le malade qu'il a beau se croire mort, ce n'est pas pour cela une raison pour refuser de manger. Et le médecin raconte qu'à la suite de cette alimentation, eh bien, le malade s'est peu à peu rétabli et que finalement tout s'est dissipé, aussi bien son délire qui consistait à croire qu'il était mort que son refus absolu de manger. Oui, j'ai noté d'ailleurs dans Les Portes de la Perception de Huxley un traitement qu'il préconise pour les asiles et qui est tiré d'ailleurs d'une méditation sur le livre tibétain des morts. Le livre tibétain des morts, exactement comme la sagesse Tse, s'efforce de montrer aux hommes ce qu'il en est du temps, de la nécessité, comment nous sommes ici et là, pris dans un certain canevas que nous ne pouvons pas briser, quelle est la claire lumière qui éclaire le monde et qui éclaire tout homme. Et alors Huxley préconise contre l'affolement, contre la confusion, l'affirmation par des moyens modernes, par des techniques appropriées, avec diffusion de disques, avec lecture enregistrée, avec horloge, avec système de discours public, avec parleur d'oreiller, etc. Rappeler à ces fous ce qu'est la nécessité du monde. Et il me semble que nous retrouvons là, au fond, le rôle que peut jouer le cœur dans la tragédie antique, ou le rôle que peuvent jouer les sentences qui tombent à la fin sur la structure insensée du drame et les divisions qui se produisent dans ces êtres partagés entre la raison et la déraison. Effectivement, la raison a été longtemps employée par les Grecs, bien sûr, mais aussi par le Moyen-Âge, mais aussi par les médecins du XVIIe et du XVIIIe siècle. La raison a souvent été employée comme antidote contre la déraison. Vous me direz que c'est l'évidence. C'est une évidence que malheureusement nous avons perdue, et c'est une évidence que nous avons perdue pour des raisons historiques assez curieuses, et qui sont, je crois, celles-ci. Au XVIIIe, et même encore au début du XIXe siècle, on avait l'habitude, eh bien, tout simplement de raisonner les malades. Et par un usage plus ou moins impératif, plus ou moins propédeutique de la raison, eh bien, les médecins prétendaient en tout cas qu'ils guérissaient un certain nombre de malades. Or, vers le milieu du XIXe siècle, des médecins et surtout des médecins français, pour rendre plus efficace cet affrontement de la raison et de la folie dans leur traitement, ont essayé de le doubler d'un étrange système punitif. Et c'est ainsi qu'un médecin fort célèbre au milieu du XIXe siècle en France utilisait la méthode suivante. Il plaçait le malade sous une douche extraordinairement froide, qui tombait de fort haut et qui par conséquent était fort douloureuse, et pendant ce temps-là, il adressait une exhortation morale et raisonnable au malade, et à la fin de son exhortation, il lui demandait s'il était convaincu. Le malade, évidemment, était convaincu, mais les collègues du brave psychiatre l'ont été moins, surtout ses successeurs, qui ont abandonné, sous le titre maintenant un peu dérisoire de traitement moral, eh bien, toute cette thérapeutique qui, au fond, avait été dévié de sa signification primitive, puisqu'on lui avait doublé ce système assez effrayant de punition. Non, ce qui est aussi assez curieux, et ce qui apparaît bien dans votre livre, c'est que la conception de la maladie elle-même a considérablement évolué selon les époques. Nous pourrions reprendre le cas du XVe siècle, où, comme vous le montrez, la folie relaie la mort dans le Masque aux épouvantes. La folie devient une espèce de caricature de l'homme, exactement comme dans les bestiaires,
des anciens ou dans les bestiaires du Moyen-Âge, les animaux étaient la caricature des hommes, mais nous pourrions aussi remonter plus loin, parce que finalement, j'ai le sentiment qu'il y a des formes de folie pour nous qui, dans leur époque, n'étaient pas des formes de folie. Par exemple, si nous prenons ces épidémies de suicide chez les anciens, ou certaines formes d'érotomanie délirante au cours des cérémonies de prostitution sacrée, ça nous paraîtrait quelque chose de scandaleux, et immédiatement, le fou étant celui qui n'est pas de notre avis, on rejetterait cela vers la folie. De même, au Moyen-Âge, il y a des formes de folie qui sont cultivées, enfin, c'est le millénium, c'est la possession. C'est la possession, mais la possession, au Moyen-Âge, n'était pas du tout éprouvée comme folie. Et la possession a été éprouvée, reconnue comme folie assez tardivement, en partie sous l'influence des protestants qui ont voulu réduire ce phénomène, et c'est pourquoi les premiers médecins qui ont diagnostiqué ou reconnu ou voulu reconnaître dans la possession une maladie, ça a été des médecins allemands comme Jean Weyer par exemple. Et au XVIIe siècle en France, il est curieux de voir que les médecins, au fond, n'étaient pas du tout convaincus que la possession, c'était un phénomène pathologique, et c'est l'Église elle-même, l'Église catholique, qui, devant certains phénomènes mystiques ou paramystiques ou parareligieux qu'elle voulait écarter, a appelé d'elle-même et de son propre mouvement les médecins pour leur faire dire que tout cela c'était simplement de la maladie. Et ça a été très clair à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, au moment de l'explosion de mysticisme d'assez bas étage, évidemment, de certains protestants dans les Cévennes, où là il y avait des grandes épidémies d'un mysticisme assez douteux, bien sûr. Alors, les évêques catholiques, devant ces phénomènes, ont appelé les médecins et leur ont intimé l'ordre de reconnaître là des maladies. Et la faculté de Montpellier a reçu plusieurs fois l'ordre de faire des expertises, et des expertises dans un certain sens. Oui, d'ailleurs, au fond, on pourrait continuer cette analyse et montrer que, par exemple, au XVIIIe siècle, à un moment où la conscience politique s'éveille, où les hommes s'émancipent, il est très bien d'être poursuivi par la police. Donc, certaines formes de persécution apparaissent et sont liées à la structure sociale et à l'idée que l'homme se fait de lui-même et de ses choix fondamentaux sur l'avenir de la société. Si nous prenons le XIXe siècle, il est évident que certaines tirades de Balzac sur l'avarice, sur la possession du monde par l'argent, expriment un délire profond. Et si nous prenons notre temps, il est évident qu'après la grande éclosion des hystéries à l'époque de Charcot, nous trouvons maintenant surtout des formes d'obsession qui expriment l'idée même que nous avons de l'homme qui est dans le mouvement, de l'homme qui suit la course de la marche du monde et des affaires, et au fond, certaines formes de folie sont reconnues par nous comme une forme juste de comportement. Et je crois que nous touchons à une question qui est fondamentale dans votre livre, c'est que l'homme, dans son existence historique, dans ses choix fondamentaux, trace un peu la limite entre la raison et la folie. Comme le disait Herder, l'homme, dans son existence historique, est le hiéroglyphe du bien et du mal. Je crois qu'on pourrait remplacer le bien et le mal par la raison et la folie. Eh bien, c'est une conclusion que j'adopterai bien volontiers. Je pense effectivement qu'au cœur de toute civilisation, il y a une certaine option fondamentale entre la raison et la déraison, entre le bien et le mal, et de même que M. Lévi-Strauss a pu montrer comment le choix de la prohibition de l'inceste, le choix entre le permis et le défendu dans le domaine sexuel, était au fond ce qu'il y avait de plus général, de plus fondamental dans une société à la limite de la nature et de la culture. On pourrait dire de la même façon que pour les cultures, le choix entre raison et déraison est ce qu'il y a probablement de plus originaire. Seulement, je crois qu'il faudrait insister sur la diversité des comportements de la société à l'égard de la folie. Dans votre livre, il y a toute une partie qui est consacrée au Moyen-Âge, au XVe ou au XVIe siècle, où dans une certaine mesure, la folie est une révélation sur l'au-delà. Elle est identifiée un peu au sacré. Le fou est un personnage qui est fasciné par le sacré, qui répercute le sacré, qui exprime le sacré. Dans cette mesure, il est accepté. Et puis, ensuite, on demande à la folie de nous dire un peu ce qu'est la loi du monde. C'est le sens qu'elle peut prendre chez Erasme, et vous le montrez bien ensuite dans tout le théâtre du XVIIe siècle, au moins jusqu'en 1650, où par le jeu des masques, des quiproquos,
ou bien par la transposition des personnages passant d'une existence à une autre, se règle tout un ballet de folie où le fou est un personnage privilégié. Et puis alors il s'établit une coupure, la coupure du XVIIe siècle, ce que vous appelez le grand renfermement du fou, à partir du moment où la société est rationalisée, et là, à la fois on exclut le fou et en même temps on songe à le récupérer. Et la forme moderne que peut prendre cela, ce sont les traitements qui sont appliqués en ce moment dans les asiles, où on a un souci avant tout, c'est de transformer l'asile psychiatrique en un hôpital moderne, où tout le monde est tranquille, à coups de chlorpromazine, à coups de calmant, etc. Oui, et de même, je crois qu'au XVIe siècle, l'homme cherchait dans la folie une certaine vérité du monde, comme vous le disiez à l'instant. Je crois que, tout de même, depuis l'âge classique, un phénomène curieux s'est produit. Il est vrai qu'on exclut les fous, qu'on les enferme, qu'on crée pour eux des asiles, mais, et c'est ceci qui est important, le fou est récupéré d'avance, dans la mesure où l'homme moderne imagine que le fou détient au fond la vérité psychologique de l'homme en général. Et il ne faut pas oublier que la psychologie, sous sa forme la plus positive, est née toujours d'une réflexion sur la folie. On a fait une psychologie de l'intelligence et des aptitudes à partir de la débilité mentale. On a fait une psychologie de l'amour et des passions à partir des perversions. On a fait une psychologie de la raison et de l'entendement à partir du délire et de la déraison. Alors ça c'est la veine d'ombre. Maintenant il y a une veine de lumière que vous poursuivez dans tout votre livre, en montrant par exemple combien le libertinage, à partir du moment où se crée le sentiment de la famille, devient une forme dévergondée de l'amour. L'amour qui était sacré autrefois, ce n'est plus cet amour-là qui devient sacré, c'est l'amour dans le mariage. Et à partir de ce moment-là, il est évident que l'individu libertin est condamné à passer à la frontière d'un monde qui se ferme contre lui. Notre expérience moderne et contemporaine de la folie est effectivement entièrement commandée par la structure bourgeoise et en même temps la structure économique du monde occidental. Il est curieux de voir que les grandes réorganisations dans l'expérience de la folie datent du milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire de l'avènement d'un monde bourgeois et mercantiliste, puis de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, c'est-à-dire la première révolution industrielle, et on peut tout de même constater cette simple coïncidence de date que la psychanalyse et tous les traitements qui en sont dérivés d'une façon plus ou moins directe coïncident dans le temps avec la seconde révolution industrielle dans laquelle nous sommes encore placés. Il est évident que dans cette révolution industrielle, la médecine elle-même est devenue de plus en plus technique et de plus en plus sociale, et que par conséquent, le fou lui-même doit être rationalisé avec cette pharmacopée analgésique dont je parlais tout à l'heure. C'est certain, et dans cette mesure-là, il y aura une technocratisation des rapports entre la raison et la déraison, et il n'est pas sûr d'ailleurs que la raison y gagne, ni la folie. Oui, parce que c'est une autre idée de votre livre, c'est que, au fond, toute définition de la vie et les choix profonds que les hommes peuvent faire sont arrachés à l'ombre, sont arrachés à tout un aspect d'obscurité, et que sans cet aspect d'obscurité, sans cette ombre, nous ne voyons pas clair dans nos choix. Et oui, si la nuit n'existait pas, le jour serait très pâle. La radiodiffusion télévision française vous a présenté Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, folie et raison, à propos de la publication aux éditions Plomb de l'histoire de la folie de Michel Foucault.